Rencontre africaine, l'entretien. Auditeurs, auditrices d'IFRI FM, bienvenue dans ce nouveau numéro de la rencontre africaine que nous consacrons à la situation politique, économique au Mali. Nous recevons pour ce numéro M. Adama Touré, secrétaire général du panel des démocrates qui a récemment organisé un sit-in à la place de la République à Paris. Cette manifestation s'est faite sous forme de sit-in. Le thème était Unité nationale et libération des prisonniers politiques. Nous recevons pour ce numéro le secrétaire général du panel des démocrates, M. Adama Touré. Bonjour M. Adama Touré, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour M. Jama. Alors, la toute première question, comment s'est déroulée la manifestation du 13 septembre dernier? Quelles sont vos impressions? Alors, ça s'est très bien passé. Les Maliens de France sont descendus nombreux dans la rue avec une très bonne humeur, très bonne ambiance. Et nous allons d'ailleurs agender très prochainement une nouvelle manif. Et le conseil d'administration est en train de se pencher sur la possibilité d'une manif tous les mois ou tous les 2 mois. Vous dire à quel point on est satisfait de la manif du samedi 13 septembre. Alors, en un mot, j'ai cru comprendre, en tout cas, que le panel n'est pas composé que de Maliens. C'est bien ça? C'est bien ça. Effectivement, le panel, le segment malien, c'est le segment malien qui a organisé la précédente manif. Et avec nos camarades des autres pays, tous les 3 mois, nous envisageons d'agender des événements ensemble, manifestations, conférences de presse ou conférences tout court. Et nous avons notamment nos amis du Congo, notamment il y a une association d'Agide, c'est la dynamique africaine pour une gouvernance inclusive et démocratique, une association congolaise qui est membre du panel des démocrates. Nous avons le Front des résistants de la diaspora sénégalaise. Nous avons également nos amis du Tchad, du Niger. Juste pour revenir sur le cas du Mali, puisque c'est le segment Mali du panel qui a organisé l'événement, quel regard portez-vous justement sur la situation politique aujourd'hui dans votre pays? Nous, au sein du panel, nous suivons les consignes du gouvernement de la transition civile du Mali en exil, dont le Parlement a tenu un arrêté parlementaire appelant à la désobéissance civile à l'égard du régime autoritaire, tyrannique, illégitime d'Assimi Goïta. Et nous appliquons justement cet arrêté législatif et nous mobilisons la population malienne à oser désobéir. Nous savons que le peuple est gouverné au Mali par la peur, mais à Paris déjà, nous commençons à braver cette peur et à manifester et à exercer donc nos droits civiques. Le thème de la manif du 13 septembre était justement l'unité nationale. Nous voulons l'unité nationale sans Assimi Goïta, qui fait obstacle à la paix, qui fait obstacle à la démocratie, à la cohésion nationale. Et nous demandons sans délai la libération de l'ensemble des prisonniers politiques, civils comme militaires. Et nous y arriverons. Car il faut dire que justement, nombreux sont ceux et celles qui sont jetés en prison pour avoir exprimé des avis différents au cours de la transition. Comment justement est la situation des droits et libertés en ce moment? Ça vous inquiète ce qui se passe? Ça nous inquiète énormément puisqu'il n'y a plus de contre-pouvoir au Mali. Il n'y a plus de presse libre, il n'y a plus de juges indépendants, il n'y a plus de contre-pouvoir, il n'y a plus de parlement élu. Nous avons un parlement dont la totalité des 147 députés sont nommés par le tyran. Et les syndicats sont caporalisés également. Et donc, nous avons un pays où la vie civique, la vie politique est complètement dissoute par le tyran Assimi Goïta. Les libertés publiques, comme celle de simplement manifester, comme nous avons pu le faire à Paris, c'est interdit au Mali. La liberté de s'associer, de se réunir, et tout ça c'est dissous par le décret du tyran
qui a décrété qu'il ne doit plus y avoir de partis politiques au Mali, qui a décrété qu'il ne doit plus y avoir de libertés publiques et individuelles. C'est une forme d'autoritarisme, M. Adama Touré? Absolument. C'est vraiment un régime tyrannique et en cela nous sommes légitimés. Je crois qu'on a beaucoup de la Constitution malienne tout d'abord, à son article 121, mais aussi la Charte africaine des droits de l'homme et beaucoup de droits internationaux reconnus à l'homme et au peuple de résister à la tyrannie, à la dictature. Et c'est ces droits que nous efforçons d'exercer et d'appeler le peuple à braver la peur et à exercer. Aujourd'hui aussi, les populations souffrent, Madame Touré. Il y a plus de 6 millions de Maliens qui sont en situation d'aide humanitaire d'urgence. Le gouvernement autocratique a commandé d'ailleurs tout l'été de l'aide humanitaire auprès des Nations Unies. Nations Unies qui les ont chassés il y a à peine un an ou deux. Ils commandent près de 800 millions de dollars d'aide humanitaire d'urgence. Et la situation humanitaire est catastrophique. Le Mali est devenu une fournaise humanitaire et sécuritaire. Justement, vous me tendez la perche, vous évoquiez l'aspect sécuritaire aujourd'hui. Le Mali connaît des attaques terroristes quasi quotidiennement. Ça dit quelque chose de l'échec de la stratégie de lutte antiterroriste prônée par les militaires au pouvoir. Absolument. Le tout militaire ne résoudra rien. Et de plus, la junte a dénoncé l'accord de paix de 2015, dit accord d'Alger, et donc a ouvert 2 fronts. Et en dénonçant l'accord de paix, non seulement elle fait obstacle à la paix, mais elle se trompe d'adversaire. L'adversaire du Mali, c'est les groupes terroristes, extrémistes, obscurantistes. Et malheureusement, la junte a fait beaucoup d'erreurs. Elle a d'abord autorisé des accords de soumission aux groupes terroristes signés par des centaines de villages au Mali. Et donc, cela a permis d'enraciner l'idéologie fascisante djihadiste dans la société rurale au Mali. Et le tout militaire n'a rien résolu et ne résoudra rien. Aujourd'hui, le pays est ruiné par une guerre sans fin. Et il n'y a aucun repentir, il n'y a aucune possibilité de repentir pour des tas de jeunes enrôlés qui sont tués allègrement par l'armée, sans qu'il y ait une politique de repentir, une politique sociale, une politique multidimensionnelle qui permettrait justement d'en venir à bout de cette insécurité au Mali. Aujourd'hui, l'un des symptômes de cet échec de la politique sécuritaire et du régime tout court, c'est qu'il y a plus de prisonniers politiques militaires que civils. Il y a notamment les plus hauts gradés, parmi les plus hauts gradés de l'armée, des généraux maliens qui sont jetés en prison tout simplement pour leur désaccord avec le maintien autocratique du régime et pour leur désaccord avec la politique sécuritaire catastrophique. Donc vous dites qu'au sein de l'armée même, il y a des divisions par rapport à la gestion du pays? Le régime d'Assimi Goïta est désavoué par l'armée. Et donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de militaires arrêtés et jetés en prison sans procès. Je peux citer ici Madame Nema Sagara, la seule générale femme de l'armée du Mali. Je vais citer également le général Abbas Dambélé. Et avant eux, on a eu beaucoup de militaires maliens qui se sont opposés aux premières heures déjà au régime. Kassim Goïta notamment, qui était chef du renseignement malien, M. Alpha Yaya Sangaré, qui avait aussi sorti un livre qui désavouait la politique militaire du régime. Alors, échec sur le plan militaire, sur le plan économique. Finalement, la transition, on va dire, a échoué sur tous les plans, pratiquement, quasiment. Et le pire échec, c'est l'échec politique. La transition était une occasion inespérée de refonder l'État malien dans une perspective décoloniale, indigéniste, démocratique, voire fédérative. Et
cette opportunité inespérée devrait aboutir, ce processus, ça devrait aboutir à un processus constitutionnel, incluant un processus de paix, donc un règlement pacifique du conflit qui oppose l'État malien aux autonomistes indépendantistes du nord du pays. Et le régime a pris le peuple en otage. L'échec politique est patent, l'échec économique, n'en parlons pas. L'échec sécuritaire est devenu une évidence à nul autre pareil aujourd'hui. Donc sur tout le plan, le régime a échoué et le régime veut tout de même se sédimenter au pouvoir avec le maintien, avec l'autoproclamation du tyran à la dignité présidentielle et de manière Vous parlez de la prolongation du mandat de Assimi Goïta sans élection pour 5 nouvelles années. Et d'ailleurs, conditionne justement un retour à l'ordre constitutionnel ou à l'ordre républicain par la stabilisation de la situation sécuritaire. Est-ce que vous croyez en cet argument? D'abord, il n'est absolument pas légitimé à administrer le Mali. Et je pense que le Mali est en situation de peuple en danger, administré par un tyran qui ne lui rend pas de compte, qui ne rend pas de compte au peuple malien et qui n'a mandaté nullement le tyran Assimi Goïta pour gouverner le Mali et exercer la souveraineté internationale du Mali. Et donc, et le tyran veut se maintenir au pouvoir ad vitam. La sécurité ne s'améliorera pas sous son règne, on le sait. Ça ne fait que s'empirer. Et donc, il n'a aucunement intérêt d'ailleurs à ramener la sécurité puisque son régime en dépend. Donc, la seule chose qui reste, c'est vraiment la mobilisation nationale et internationale pour libérer le peuple malien de la tyrannie d'Assimi Goïta, une tyrannie qui s'exerce en plein XXIe siècle, en plein cœur de l'Afrique de l'Ouest, au vu et au su de tous. Et ça en est trop maintenant. Aujourd'hui, le rôle de la diaspora est des plus primordiaux, sachant donc la chape de plomb qui s'abat sur les populations, sur les militants donc à l'intérieur du pays. Comment vous voyez justement votre rôle en tant que diaspora malienne quant à porter la voix justement des sans-voix qui sont au Mali et qui ne peuvent pas s'exprimer comme vous le faites? Le rôle de la diaspora est essentiel et nous continuons de rassurer d'ailleurs nos compatriotes de la diaspora qui ont souvent peur de venir manifester parce que leurs familles restées derrière eux, ils risquent d'être inquiétés parce qu'eux-mêmes, ils risquent d'être enlevés à leur retour au pays. Mais son rôle est essentiel. Nous avons la chance d'être dans des pays où nous avons les droits reconnus à nous de manifester, de réclamer la démocratie dans notre pays. Et la mobilisation de la diaspora est remarquable à bien des égards puisque le soutien financier de la diaspora à la société malienne est considérable. Et c'est la diaspora aussi et les exilés politiques qui ont formé le gouvernement malien, la transition civile en exil, qui ambitionnent d'être reconnus comme le gouvernement légitime du Mali et de libérer ces pays de la dictature. La diaspora a mis en place avec les exilés politiques maliens, puisque la vie politique s'est déportée à l'étranger, a mis en place ce gouvernement pour vraiment pouvoir libérer les pays de la dictature. Et ce gouvernement n'est nullement un gouvernement, on va dire, à dessein autoritaire ou autocratique. Et ça, c'est tout le mérite de la diaspora malienne, de par le monde, qui se mobilise de plus en plus maintenant, justement, pour stopper les dictateurs qui est en train d'entraîner tout le pays dans sa chute. Merci, Monsieur Adaman Touré. Je rappelle que vous êtes secrétaire général du panel des démocrates. Merci d'avoir été notre invité. Merci à vous. Ainsi s'achève ce numéro de la rencontre africaine. Il vous a été préparé, présenté par Younes Djama.